13h, le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Pour commencer, les trois titres. Les séances de travail à Washington, aux États-Unis, du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI, ont réitéré leur soutien à la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, a rencontré les dirigeants des institutions de Bretton Woods. En Côte d'Ivoire, la signature d'une convention récemment entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la COFAS, entreprise française d'assurance crédit. Il s'agit de permettre à Abidjan de répondre efficacement aux nouvelles exigences du commerce international. Enfin, la planète football en fête. Le Ballon d'Or 2022 sera connu dans quelques heures lors d'une cérémonie à Paris, la capitale française. Tout d'abord, le séjour à Washington, aux États-Unis, du Premier ministre ivoirien dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Patrick Hachi a eu plusieurs rencontres de haut niveau, notamment avec David Palmas, le président du groupe de la Banque mondiale, et Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. À noter que le chef du gouvernement ivoirien a obtenu le soutien des institutions de Bretton Woods. Les détails, Adama Kone. Point culminant de la mission de la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la rencontre entre le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le Premier ministre Patrick Hachi. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a instruit moi-même ainsi que les ministres qui sont avec moi, Madame le ministre du Plan, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Budget, son conseiller spécial, de nous rendre donc aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds afin d'échanger avec eux sur le contexte mondial que traversent la plupart des pays, caractérisé par des chocs externes extrêmement importants, mais également dans notre cas particulier de la situation du terrorisme qui sévit dans la sous-région, pour voir dans quelle mesure les actions qu'entreprenne la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour faire face à ces différents défis qui doivent permettre de maintenir le pouvoir d'achat des populations, qui doivent permettre de lutter contre la pauvreté, mais qui doivent également permettre de maintenir la croissance que la Côte d'Ivoire a réussi de façon exceptionnelle à avoir depuis 2011 jusqu'avant la période de Covid et qui va se poursuivre à partir de cette année et l'année prochaine. Un autre pic du séjour du Premier ministre, l'ouverture des portes de la Direction générale du Fonds monétaire international ce dimanche. Le pays reste actif à Washington pour donner un coup d'accélérateur à ces grands chantiers de développement. Le pays a une place de stabilité parce que les politiques sont résilientes et les décisions sont très effectives. Nous sommes préparés d'organiser un programme de support pour le pays et pour les réformes qui sont nécessaires. Côte d'Ivoire est un pays jeune et un environnement d'investissement qui est favorable. Nous continuerons de travailler ensemble pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les assemblées annuelles, c'est terminé pour cette année. Le Premier ministre peut alors dresser le bilan de la mission. Je crois que les échanges ont été extrêmement fructueux, extrêmement francs, et nous avons bénéficié bien sûr de leur relation extrêmement proche avec le président de la République. Cela nous a énormément facilité la tâche. On peut dire pour nous, pour l'heure, que la moisson a été bonne. Maintenant, le contexte mondial est difficile. La lisibilité sur l'avenir proche et à moyen terme est encore incertaine. Mais nous sommes venus ici avec les partenaires au développement que nous avons ici. Nous sommes venus construire ensemble
les mécanismes qui devraient être mis en place pour nous permettre d'être plus résilients, de soutenir véritablement nos populations et de continuer cette croissance qui est si importante pour maintenir la création d'emplois dont nos jeunes ont besoin. Le directeur général du Fonds monétaire, elle a donc bien voulu accepter l'invitation de son Excellence, le Président de la République, pour se rendre dès le début de l'année prochaine à Abidjan. Et je crois qu'à cette occasion, les discussions se poursuivront avec le chef de l'État lui-même. Au dit du vice-président Ousmane Diagana, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Seul pays à avoir obtenu des rendez-vous avec 2 vice-présidents et le président du groupe de la Banque mondiale. Pour le Premier ministre Patrick Achi, c'est tout simplement mission accomplie. Comment intégrer dans les institutions de Bretton Woods le plus grand nombre de jeunes diplômés ivoiriens? C'est le challenge que veulent réussir les ressortissants ivoiriens travaillant pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ils ont créé un think tank et ont décidé d'encadrer leurs jeunes compatriotes ivoiriens qui postulent au concours d'entrée à la Banque mondiale et au FMI. Pour en parler, Alexis Ouedraogo. Jean-Marc Atsebi est un Ivoirien résident aux États-Unis. Son histoire avec les institutions de Bretton Woods commence avec un reportage diffusé sur RTI 1 sous la plume de Michel Digret en 2018. Cadre au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, pour eux, le rêve américain est devenu une réalité. Quand je suis rentré, c'était extraordinaire. On dit que rien n'est impossible. J'ai toujours été intéressé par les institutions internationales et donc du coup, juste l'introduction en fait, de ce reportage m'a déjà captivé. J'ai par la suite contacté M. Charles Kwame et M. Gomez Agou afin de pouvoir savoir davantage sur les programmes de recrutement au niveau de ces institutions, mais également de pouvoir bénéficier d'un coaching rapproché. Gomez Ago est l'une des personnes contactées. Aujourd'hui représentant résident du FMI au Gabon, il se souvient de l'encadrement apporté à Jean-Marc. Je suis passionné de coaching parce que j'adore voir des gens de ma génération ou plus jeunes atteindre leurs objectifs. Un exemple que je pourrais citer là comme ça de tête, c'est Jean-Marc Atsebi, avec qui j'ai travaillé pendant environ, je dirais, 9 mois à préparer les interviews, donc le concours d'entrée au FMI, et finalement il a été admis pour le grand bonheur de nous tous. Dans ses fonctions d'économiste au département des finances publiques du FMI, Jean-Marc est en séance de travail avec Judy Kelg, l'un des rares Ivoiriens experts du secteur financier au Fonds monétaire international. C'était pas vraiment évident parce que moi je suis de Yopougon psychologie, c'est là que j'ai fait l'école primaire et PP psychologie 2. Donc se retrouver à Washington aujourd'hui, c'est un parcours, je vais dire, que je mets vraiment en valeur et je continue toujours à rêver. Rêver grand, plusieurs Ivoiriens issus du système éducatif de Côte d'Ivoire l'ont fait et ont pu intégrer les institutions de Bretton Woods. Je suis Amina Koulibaly, économiste principale à la Banque mondiale en charge du Cameroun depuis août 2020. Mon boulot consiste essentiellement à conseiller le gouvernement et à appuyer les efforts du gouvernement sur les questions macroéconomiques et budgétaires. La Côte d'Ivoire a ce système extraordinaire qui permet aux enfants qui ne sont pas forcément issus des meilleurs milieux d'aller dans les meilleures écoles, lycées scientifiques, INPHP, ENCA et bien d'autres. 2 programmes sont dédiés aux jeunes doctorants ou titulaires de master. Il y a le programme Economist Program du FMI et il y a le programme Young Professional pour le groupe de la Banque mondiale. C'est un concours assez compétitif. Il y a environ 10 000 jeunes qui postulent chaque année. Et la Banque mondiale va seulement retenir 40 à 50 personnes par année. Donc c'est vraiment compétitif et il faut pouvoir se préparer, il faut pouvoir avoir des capacités, pouvoir les mettre en exergue afin de pouvoir espérer être sélectionné et faire partie de ce programme. 2 autres portes d'entrée sont également possibles. Il y en a qui rentrent à la Banque mondiale en commençant comme consultant. Il y en a qui rentrent directement. Je suis entré directement grâce à mon expérience dans le système international de la recherche. Et lui est directeur régional du développement durable pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale. Il a initié la création d'un think tank ivoirien. J'ai constaté que
les Ivoiriens qui travaillent au sein du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ne se connaissent pas suffisamment. Et j'avais aussi constaté qu'il y avait des jeunes Ivoiriens qui rentraient et il y en a d'autres qui voulaient rentrer mais qui ne savent pas comment faire. Donc, en accord avec d'autres Ivoiriens, nous avons mis sur pied cette institution informelle qu'on appelle Ivoire Think Tank, donc qui rassemble l'ensemble des jeunes professionnels, même aussi anciens comme moi, dans un regroupement où nous échangeons sur des thèmes spécifiques, soit pour discuter, pour écouter, disons, les uns et les autres, pour donner nos avis sur des dossiers. Je pense que ça permet aux uns et aux autres de se connaître, ça permet de motiver aussi et d'expliquer aux jeunes Ivoiriens qui veulent rentrer à la Banque mondiale comment faire. Depuis la mise en place de ITT, le nombre d'Ivoiriens dans les institutions de Bretton Woods s'est accru. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que les 3 dernières années, au niveau du concours du FMI, le concours d'entrée du FMI des doctorants, qu'on appelle le EP Programme, Economist Programme, et Programme des économistes, la Côte d'Ivoire a pu placer les 4 dernières années 3 Ivoiriens, un en 2019, un en 2020 et la 3e en 2022. Au niveau des YP, au niveau de la banque, du concours de la banque, la Côte d'Ivoire a pu placer au minimum 3 YP, qui sont les concours des doctorants. Le premier reportage a eu un impact assez positif. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui nous ont contactés. Au niveau du FMI, on avait à peu près 6 Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 16 Ivoiriens, donc à peu près 3 fois le nombre d'Ivoiriens qu'il y avait au FMI en 2019. Au niveau de la banque, nous sommes passés de près de 139 à aujourd'hui 220, tout grade confondu. Les Ivoiriens du FMI et de la Banque mondiale réunis au sein de ITT ont tenu à féliciter le journaliste Michel Dugré pour ses reportages qui ont amené beaucoup de jeunes diplômés ivoiriens à s'intéresser aux institutions de Bretton Woods. Nous sommes très heureux de savoir que les productions que nous faisons au quotidien ont un impact positif sur la vie de nos communautés. C'est avec beaucoup de joie que je reçois cette reconnaissance que je partage avec la RTI, avec à sa tête son directeur général. Je voudrais dédier cette reconnaissance à la direction des journaux d'information dirigée par Abiba Dambélé-Saoué qui au quotidien s'attelle à mettre tout en œuvre pour que nous puissions avoir des reportages de bonne qualité à proposer aux téléspectateurs. Bientôt, un site internet de Ivoire Think Tank sera créé pour informer les Ivoiriens sur les différents concours d'entrée au FMI et à la Banque mondiale. Je vous annonçais dans les titres la signature d'une convention récemment entre le ministère ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la COFAS, entreprise française d'assurance crédit. Objectif, permettre à la Côte d'Ivoire de répondre efficacement aux nouvelles exigences du commerce international et ainsi surmonter les contraintes du marché mondial. Les explications détaillées de Jean-Louis Gbangbo. C'est une convention qui contribuera sans aucun doute à une mise en œuvre efficiente de la stratégie nationale d'exportation SNE. Une stratégie qui nécessite que la promotion et le développement des exportations soient accompagnés par une assurance crédit à l'export, afin de garantir l'ensemble des risques liés à l'exportation des produits non assurables par le marché privé. Une garantie que devrait bien remplir le signataire de cette convention. Cette convention devra permettre, en tout cas accompagnera les entreprises exportatrices de Côte d'Ivoire en leur proposant des solutions d'assurance crédit contre les impayés, en proposant également des garanties de financement avec nos principaux partenaires bancaires et également de l'information. Permettre à la Côte d'Ivoire de répondre efficacement aux nouvelles exigences du commerce international et surmonter les contraintes du marché mondial. C'est dans ce cadre global que cette convention a été négociée par le ministère du Commerce. Cette ambition relative à la protection contre les divers risques à l'export est portée par le président de la République qui a annoncé dans son adresse à la nation du 31 décembre 2021 que pour l'année 2022, le secteur privé fera l'objet d'une attention toute particulière. La Côte d'Ivoire exporte divers biens et services sur les marchés internationaux avec des échanges globaux de 16 296 milliards de francs CFA en 2021. Un dynamisme qui a amené le gouvernement à mettre en place l'agence Côte d'Ivoire Export.
La journée mondiale de la normalisation célébrée le 14 octobre dernier autour du thème « Une vision commune pour un monde meilleur ». En Côte d'Ivoire, Souleymane Dirasouba, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a appelé à une prise de conscience et a montré l'importance de la normalisation pour l'économie nationale et pour l'économie mondiale. Le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Depuis 1970, les membres de la Commission électronique internationale CEI, de l'Organisation internationale de la normalisation ISO et de l'Union internationale des télécommunications célèbrent la Journée mondiale de la normalisation. La Journée mondiale de la normalisation rend hommage aux milliers de volontaires du monde entier qui participent aux activités de normalisation. La célébration de cette journée a pour objectif de faire prendre conscience de l'importance de la normalisation pour l'économie mondiale et de promouvoir son rôle en répondant aux besoins des entreprises, des industries, des gouvernements et des consommateurs du monde entier. Cette célébration permet aussi de rendre hommage aux efforts déployés par les milliers d'experts du monde entier qui élaborent les accords techniques d'application volontaire publiés sous forme de normes internationales. La journée mondiale a été créée par l'ISO pour sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la normalisation pour l'économie mondiale. La normalisation est fondamentalement la méthode de développement et de mise en œuvre des normes techniques. C'est au regard de l'importance de la normalisation que le gouvernement ivoirien s'est investi depuis 1974 dans les activités de la normalisation au niveau national, régional et international. Sur le plan international, notre pays, la Côte d'Ivoire, participe activement aux travaux des institutions telles que l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale. Au plan régional, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans le développement de la promotion de la normalisation en participant activement aux activités de l'Organisation africaine régionale de normalisation, ARSO, et de l'Organisation ouest-africaine de normalisation, de certification et de promotion de la qualité. Au niveau national, la Côte d'Ivoire a enregistré des progrès indéniables en matière de promotion de la qualité et de la normalisation, érigée au rang des priorités dans les différents plans nationaux de développement. Les célébrations de la journée mondiale sont synchronisées par différentes organisations internationales de normalisation. Intéressons-nous à présent à la professionnalisation du secteur du transport artisanal en Côte d'Ivoire. C'est l'un des grands chantiers de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. L'AMUGA a donc procédé il y a quelques jours à la mise en place dans les 19 communes du district des relais appelés groupes de travail de la mobilité. Ces groupes constituent un cadre d'échange et de collaboration entre l'AMUGA et les acteurs du transport public non conventionnés. Les explications de Sephora Zegui. Anarchie, manque de professionnalisme, incivisme, manque de courtoisie au volant. Autant de mots qui minent le secteur des transports dans le Grand Abidjan. Heureusement que l'AMUGA, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, a vu le jour en décembre 2014 afin de réguler le secteur. Pour faciliter sa mission sur le terrain, elle décide de mettre en place dans les 19 communes du Grand Abidjan des relais appelés groupes de travail de la mobilité. Désormais, les arrêts de travail intempestifs, les grèves n'ont pas leur place étant donné qu'on nous a donné des cadres de réflexion, des cadres de discussion avec les communes, avec les autorités pour que nous puissions trouver les solutions aux préoccupations qui sont les nôtres dans les différentes localités. Les acteurs que sont les collectivités locales, les représentants syndicaux des transporteurs, les propriétaires de véhicules, les chauffeurs, la police nationale et les auxiliaires des transporteurs artisanaux, entre autres, sont tous impliqués dans ce projet cher à l'AMUGA. Leur mission principale, c'est, dans un premier temps, de statuer sur tous les problèmes
inhérents à la mobilité dans les communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la mairie, qui est quand même l'autorité locale. Vous avez les transporteurs eux-mêmes, n'est-ce pas, qui sont transporteurs de Minika, Baka, taxi collectif, Roro. Donc tous les chauffeurs, ceux qui gèrent les gares, donc tout ce monde-là concourt à faciliter la mobilité. Leur rôle, vraiment, c'est un rôle important de disséminer, de nous aider à relayer les informations auprès des usagers, à organiser le système de transport dans chaque commune. La mise en place de ces groupes de travail va contribuer à la modernisation du système des transports urbains dans le Grand Abidjan et favoriser une meilleure prise en compte de leurs besoins dans les futurs projets de mobilité. Continuons la vaccination contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 26 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise à présent 87 598 cas confirmés de coronavirus, 86 689 personnes guéries, 827 décès et 82 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Des festivités à Diawala, dans la région nord du pays. Des écoliers et élèves ont été récompensés pour leurs bons résultats dans le cadre de l'année académique 2021-2022. Ces apprenants ont ainsi reçu des kits scolaires pour la nouvelle année 2022-2023. C'est un don du ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Le point dans ce reportage de Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'excellence et le mérite célébrés à Diawala, dans le département de Ouangolodougou. 255 écoliers et 86 élèves qui se sont fait distinguer par la qualité de leur travail au cours de l'année scolaire 2021-2022 sont récompensés. Ces meilleurs apprenants du primaire et du secondaire reçoivent des kits scolaires pour mieux aborder la nouvelle année. L'action est à mettre à l'actif du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, fils du terroir, qui fait de l'éducation sa priorité dans le dit département. Un geste salué à sa juste valeur par les autorités locales et la communauté éducative. Monsieur le ministre, votre rigueur et votre abnégation pour la cause éducative ne souffre d'aucune contestation. Et c'est ici notre fierté que nous voulons exprimer et votre exemple qui suscite à nos yeux un travail de titan que vous abattez pour l'école en lui impulsant un dynamisme nouveau. Le ministre Adama Diawara exprime ses encouragements à tous les lauréats. Il a invité le corps enseignant et les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants avant d'exhorter les apprenants à bannir la tricherie et à s'adonner à leurs études. Le gouvernement joue sa partition en ce qui concerne la qualité de la formation, mais il faut que les autres acteurs du système éducatif jouent leur partition. En ce qui concerne les élèves, il faut qu'ils tournent le dos à la tricherie. Il faut qu'ils sachent que ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on récolte demain. Il ne s'agit pas simplement de donner des kits à ces méritants-là, mais il s'agit de les exhiber comme des modèles auxquels les autres élèves doivent s'assimiler. En marge de cette cérémonie de célébration de l'excellence, le ministre Adama Diawara a visité les travaux d'extension du lycée moderne de Diawala et le chantier du nouveau collège en construction. Tout ce que nous visitons est de nature à développer Diawala, de permettre à tous les enfants de Diawala qui sont en âge d'être scolarisés d'aller effectivement à l'école. L'école est au commencement de tout développement. Le lycée moderne de Diawala compte 1675 élèves, 36 enseignants et 3 éducateurs.
Dans l'actualité nationale également, la 18e édition du prix d'excellence Charles Pémon. C'était le 8 octobre dernier à Tiéguacro, dans la région centre. 123 élèves et 29 enseignants ont ainsi été récompensés pour leur bonne performance. Les jeunes apprenants ont reçu des tableaux d'honneur et des kits scolaires. Le point, Sephora Zegui. Au bout de l'effort, la récompense. Un dicton au cœur de la 18e édition du prix d'excellence Charles Pémon. Les 123 meilleurs élèves du primaire et du secondaire de la commune d'Atienguacro, au centre de la Côte d'Ivoire, primés au regard de leur performance au cours de l'année scolaire précédente. Ils reçoivent des kits scolaires pour aborder sereinement la nouvelle année académique. La cheville ouvrière de ces résultats probants, les enseignants. Au nombre de 23, ils sont récompensés pour la qualité de l'encadrement. Nous voudrions du fond du cœur exprimer toute notre reconnaissance à Papa Charles Pémon pour les efforts qu'il consent chaque année à célébrer l'excellence en honorant les plus méritants d'entre nous. Parrain de l'édition 2022, Jean-Édouard Kwame traduit toute sa fierté d'associer son image à ce rendez-vous de l'excellence qui contribue au rayonnement de la commune d'Atienguacro. La cérémonie de ce jour est une belle occasion pour moi de renouveler mon engagement à soutenir les initiatives en faveur de l'éducation dans notre communauté et dans notre sous-région. Très chers filleul, lauréats, vous devez continuer à travailler avec persévérance et dénouement dans un esprit de rigueur et de rectitude. Investir dans l'éducation, c'est garantir un avenir radieux à la Côte d'Ivoire, selon Charles Pémon. À travers l'instauration de ce prix, il entend susciter la naissance de champions nationaux. Pour la 19e édition du prix Charles Pémon, la barre sera mise encore plus haut. Direction la région du Gontougo, dans le nord-est du pays. Le conseil régional a offert récemment des prises en charge scolaires aux élèves issus de familles vulnérables. À noter 800 prises en charge décernées. Les précisions de Herman Niamia. Ils sont 800 élèves issus de familles modestes originaires des 5 départements de la région du Gontougo qui viennent de recevoir de bons de prise en charge scolaire. Cet acte d'une portée sociale du Conseil régional du Gontougo vise à donner les mêmes chances de réussite scolaire à tous les élèves de la région. Par la remise de ces bons de prise en charge scolaire aux élèves, le Conseil régional du Gontougo s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui prône une Côte d'Ivoire unie et solidaire. À travers cette action, nous voulons marquer notre présence, notre proximité et notre solidarité envers les élèves et leurs parents, car nous voulons que nos enfants puissent avoir une éducation soutenue, porteuse d'espoir pour eux, la famille et la région. Recevant les bons de prise en charge, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au Conseil régional du Gontougo, qui chaque année pose des actes pour améliorer le quotidien de ses administrés. Au nom des parents et des élèves bénéficiaires, nous voulons remercier le Conseil régional pour ce acte hautement social. Nous souhaitons que cela soit pérennisé au bénéfice des démunis. Pour rappel, ils étaient au nombre de 665 élèves à bénéficier de bons de prise en charge scolaire l'année dernière. À ce jour, ce sont au total 3420 élèves qui ont bénéficié de l'accompagnement du Conseil régional du Gontougo depuis l'année scolaire 2014-2015 qui a vu l'instauration de cette cérémonie pour un montant total de 130 millions de francs CFA. Une garderie d'enfants pour le village de Kaloukro, Koko-Flétékro, dans la région centre du pays. C'est un don de la Fondation Folero visant à soulager les filles mères, également pensionnaires du centre de formation féminine. Coût des travaux pour ce bâtiment qui va accueillir une trentaine d'enfants, 12 millions de francs CFA. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Les filles mères, pensionnaires du centre de formation féminine de Kaloukro, pourront désormais se former aisément. Ce village de la commune de Bouaké bénéficie d'une garderie d'enfants. On venait chercher nos enfants pour leur donner à téter. Souvent aussi, tu attends ton enfant pour travailler. À cause de ton enfant, tu ne peux pas bien travailler. D'une capacité d'accueil de 30 enfants, cette infrastructure est l'œuvre de la Fondation Folero.
coût de la réalisation plus de 12 millions de francs CFA. Cette galerie d'enfants présente de nombreux avantages pour les populations. Les mamans qui vont au champ pourront garder leurs enfants sans se soucier que qu'est-ce qui va arriver à mon enfant. Elles seront rassurées que leurs enfants sont en lieu sûr et mieux que leurs enfants sont en train d'apprendre à devenir des hommes et les enfants sont en train d'être préparés à entrer à l'école. À travers cette infrastructure, la Fondation Folero fait contribuer au développement de la tribu Guazounou. La représentante de la Fondation exhorte les jeunes filles à s'approprier la garderie afin de suivre en toute quiétude leur formation. Une garderie qui permettra aux jeunes filles qui sont en formation professionnelle de se faire garder leurs enfants le temps de leur cours pour qu'elles puissent entièrement se consacrer à leur formation et pour pouvoir vraiment avoir un diplôme à la fin. La réalisation de ces bâtiments à Kaloukro est le fruit de la coopération entre la Fondation Folero et la Maison de l'enfance de Bouaké. Cette garderie est composée des salles de repos, de jeux et de réfectoires. Des nouvelles sportives pour terminer, le football qui sera sacré Ballon d'Or 2022. Le trophée sera décerné aujourd'hui lors d'une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris, la capitale française. À noter que l'international français et buteur vedette du Real Madrid, Karim Benzema, fait office de grand favori. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous sur RTI 1.